Donc aujourd'hui, on reçoit Guillaume Durand, qui est maître de conférences en philosophie à Nantes Université, qui est également membre du laboratoire Hermès et qui est surtout, c'est à ce titre qu'on l'a invité ce soir, directeur de la consultation d'éthique et clinique du centre hospitalier de Saint-Nazaire. Un rôle très particulier qui va faire l'objet de nos discussions. Donc encore une fois, là, on va rentrer dans un échange où je vais un petit peu interroger Guillaume, mais si vous voulez intervenir à tout moment, manifestez-vous et levez la main, vous aurez bien sûr la parole. Alors Guillaume, du coup, on parle de philosophe à l'université et à l'hôpital. C'est assez étonnant. C'est quoi ce quotidien ? Quelle est ta journée type ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus, d'avoir franchi le vent et peut-être pas marée, mais et pluie, nantaise. Et puis merci à l'université permanente vraiment de donner toute sa place à l'éthique, à la philosophie de la médecine et à l'éthique médicale. Et je vous le dis aussi, le 4 mars, et vraiment je vous remercie d'avoir organisé ce deuxième rendez-vous. Donc vraiment, je suis vraiment gâté. Il y a ce soir, rendez-vous avec vous. Et puis le 4 mars, il y aura le film réalisé par Guillaume Estivi, Le dilemme d'Hippocrate, qui était un pari un peu fou parce que voilà, moi je le connaissais pas, il m'a contacté, il voulait faire un film sur la philosophie à l'hôpital, et donc il nous a suivis toute l'équipe de Saint-Nazaire pendant 2 ans. On l'a accueilli, il a même dormi à la maison, vous voyez. Et donc il venait quasiment, dès qu'il pouvait en tout cas, avec nous. Et tu montreras tout à l'heure le teaser, donc c'est la bande-annonce, donc c'est vachement bien. Et donc alors écoutez, non, alors moi c'est très dépendant des jours, mais une journée type, ça peut être, si vraiment elle est pleine de variétés, et c'est souvent le cas. Je peux, vous voyez, le matin faire un cours aux étudiants, soit de master éthique, soit de première année en médecine par exemple, ou avec des professionnels. Le midi, je vais être à l'hôpital pour une consultation. Vous voyez, en ce moment par exemple à l'hôpital de Saint-Nazaire, on a 3 consultations là qui sont en cours, donc ça prend du temps. Et puis l'après-midi, je vais avoir un petit peu de temps pour écrire. Alors souvent d'ailleurs, si j'ai une consultation, il va falloir déjà que je rédige le texte. Enfin, on va revenir sur la méthodologie, mais que vous voyez, je revienne sur ce qui s'est passé à la rencontre du patient, de la famille et puis des équipes. Donc il va y avoir un temps d'écriture. Je vais prendre un petit peu de temps pour écrire soit un article, soit un livre. Puis je vais faire un peu de surf parce que j'habite juste en face de la mer. Et puis je vais m'occuper de mes enfants aussi et préparer le dîner. Et puis avoir une soirée, on va dire, familiale. Ça répond à ta question ? C'est pas mal comme programme déjà. Enfin, des amis évidemment. Enfin voilà, bref, normal quoi. Et du coup, quel est ce parcours ? Pourquoi ce chemin vers la bioéthique, de la philosophie vers la question médicale ? Alors, en fait, moi, j'ai vraiment commencé par la philosophie, vous voyez, abstraite, et sans doute que certaines parmi vous avez à cœur de continuer, de poursuivre vos études et de suivre des cours sur, je sais pas, l'histoire de la philosophie ancienne, Platon, sur l'histoire de la philosophie moderne, Kant, etc. Et donc moi j'avais commencé vraiment, alors je travaillais, vous voyez, en philosophie des sciences déjà, j'ai fait une terminale scientifique. Au début d'ailleurs je voulais soit faire médecin, soit biologiste. J'étais très intéressé aussi par les insectes, donc la biologie, les insectes, ça m'intéressait beaucoup. Puis finalement je me suis dirigé vers la philosophie des sciences. J'ai fait une thèse, vous voyez, pendant des années, pendant 3 ans, j'ai 4 ans si on compte le DEA, le Master 2. Je fais une thèse sur les volumes qui convergent et les points. Donc pendant 3 ans, j'ai bossé sur comment exprimer un point euclidien en termes de volumes qui convergent. Vous voyez, voilà, donc c'était ma thèse. J'ai perdu. Voilà. Alors on faisait des colloques, parce qu'on n'était pas beaucoup dans le monde à travailler sur des volumes convergents, voilà. Et ça a été ma passion pendant 4 ans. Alors ça intéressait pas grand monde. Et au bout d'un moment, j'avoue que j'en ai eu un petit peu marre. Vraiment, j'en pouvais plus. Les volumes, les points, j'en pouvais plus. Et donc, je me suis mis à travailler sur des sujets de société. Et notamment le lancer de nains, ça a été un de mes premiers sujets, vous voyez, un peu
qui a fait un peu parler de lui. J'ai fait un petit livre, puis-je lancer un nain qui le veut bien, c'était le titre du livre. Et c'était en 2010-2011. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment, voilà. Et puis je me suis aperçu que ça intéressait, c'était plus intéressant, on va dire, plus intéressant au sens de, je rencontrais beaucoup plus de gens, c'était beaucoup plus pluridisciplinaire. Et puis, dans ce même moment, je rencontre un médecin, et je vois Bernard Branger qui est là, qui connaît le médecin dont je vais parler, c'est Gérard Dabouy, qui était cancérologue, et qui, alors je ne sais plus comment on s'est rencontrés, mais il me dit, mais écoute Guillaume, bon, c'est intéressant le lancer de nain, mais c'est peut-être encore un petit peu abstrait, viens plutôt avec moi dans les couloirs de l'hôpital, j'ai une consultation d'éthique clinique, on a besoin de philosophes, on a besoin de gens avec des compétences différentes, mais qui veulent s'intéresser et répondre à des situations difficiles. Et c'est comme ça que je commence, c'est vraiment en accompagnant ce médecin, on va dire, aller un peu en fin de carrière, qui a une grande expérience, et qui va vraiment me prendre sous son aile, comme on dit, et qui va tout m'apprendre. Vraiment, il va me demander, je me retrouve du jour au lendemain avec lui, face à un patient qui est en fin de vie, et je sais vraiment pas ce que je fais là. Je me dis, mais quel est mon rôle ? Comment je peux aider ? Voilà. C'était ma question suivante. Enfin, on a des images sur l'hôpital, le personnel soignant, les questions qui peuvent se poser, mais à quel moment, tout à coup, on imagine un philosophe dans l'hôpital ? Voilà. Alors après, c'est vrai. Donc après, tu vois, la question, ça va être de trouver sa place. Alors au sein, et on y reviendra, mais d'une équipe. C'est toujours d'une équipe. C'est jamais un philosophe, et j'espère que ce sera jamais un philosophe tout seul à l'hôpital. C'est toujours au sein d'une équipe, et dans ce qu'on appelle l'éthique clinique, ça veut dire, vous voyez, c'est pas le quotidien de l'hôpital. Évidemment que, vous voyez, on n'appelle pas une équipe de consultants en éthique clinique ou un philosophe pour savoir si on doit faire une appendicectomie, la énième appendicectomie de la semaine. Bon, non, on nous appelle. Oui, pardon. Je crois, moi je suis un praticien, j'étais réanimateur pendant 50 ans de vie. Oui. Ce que vous dites, c'est très bien. Ouais. Il y a un abîme entre ce qui se passe l'après-midi tranquille en consultation sur rendez-vous et ce qui se passe dans les services un vendredi soir de vacances de Noël à 2h du matin. Est-ce que vous allez souvent voir en réanimation ce qui se passe dans les services à 2h du matin ? Ah oui, écoutez. C'est parce que il faut à 2h du matin, non, jamais. À 2h du matin, on n'est pas appelé à la consultation. Dans un dossier qu'on prend en 20 minutes, et essayer de s'y retrouver. Et même si tous les collègues vont essayer de vous aider, c'est vrai, ils vont le faire, les infirmières aussi, n'empêche que c'est... Et vous avez raison, monsieur, vous mettez le doigt sur un point, mais vous allez nous laisser avancer et nous présenter ce qu'on fait, d'accord ? Mais vous mettez le doigt d'emblée sur un point, et c'est important, et vous avez raison, le travail des soignants, et notamment le travail de nuit. Et là, il y a un abîme, je vais reprendre votre mot, entre l'éthicien ou les éthiciennes ou une consultation d'éthique clinique qui travaillent la journée et les soignants qui travaillent de nuit. Donc ça, et vous avez raison, et là il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas aider. Hein, Non, mais je pensais que vous n'avez pas prévu peut-être des visites pour savoir comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est des trucs qui arrivent sur vous. On peut avoir 5 urgences à 2h du matin, à minuit, et puis après 5 nuits sans rien à 2h du matin. Non, mais ça peut nous arriver d'observer ou d'intervenir. Ça, peut-être on y reviendra dans la méthodologie. En urgence, par exemple, ça peut nous arriver, quel que soit le jour, quel que soit le moment. Vous voyez, par exemple, Noël dernier, c'était un 24 décembre et on est intervenu un 24 à 20h. Voilà, et bon, moi on a laissé nos familles respectives pour intervenir, et voilà, ça peut arriver, Oui, madame. Oui, merci de vous présenter ici. Oui. Est-ce que pour mettre de la clarté sur l'échange, vous pouvez nous donner une définition de l'éthique ? Oui. J'ai terminé. Oui, l'éthique. Ok. Donc j'ai d'abord remercié Guillaume Durand d'être présent. Et juste pour donner de la clarté au débat sur la suite, à l'échange, est-ce qu'on peut avoir une définition dans les grandes lignes de ce qu'est l'éthique ? Oui. Alors, c'est pas une question facile. Et le titre, c'est l'éthique à l'hôpital. Oui, l'éthique à l'hôpital. Donc, si vous... Oui. Donc, on va
intervenir lorsque, et on fait de l'éthique à l'hôpital, lorsque une situation n'est pas simplement, et je crois que c'est une des questions que tu as posées à l'entrée, quand la situation n'est pas seulement médicale, mais quand il y a une tension, quand il y a peut-être un malaise ou un conflit entre des valeurs, des principes. Je vais vous donner un exemple. Je pense par exemple à cette femme récemment qui vient voir son gynéco-obstétricien et qui demande une hystérectomie, mais qui n'a pas d'indication médicale. D'accord ? Vous savez qu'en France, l'hystérectomie ne peut pas être utilisée comme un moyen de contraception. Il existe bien d'autres alternatives en tout cas, il existe des alternatives que celle de l'hystérectomie. Mais elle va voir ce gynéco-obstétricien en disant qu'elle, d'abord, elle n'a jamais voulu d'enfant, elle ne veut pas avoir d'enfant. Et deuxièmement, elle a un métier qui rend ses règles, lorsqu'elle a ses règles, très difficiles. Donc elle souhaite, et c'est ce qu'elle demande, une hystérectomie. Voilà. Donc là, vous voyez, on est face à une situation où, sur le plan strictement médical, alors en plus sur le plan juridique, on n'a pas le droit d'utiliser l'hystérectomie comme moyen de contraception. On a d'autres alternatives, par exemple la ligature des trompes. Alors cette femme dont je vous parle, elle est majeure, mais elle a à peu près 25 ans, d'accord ? Donc on va dire qu'elle est jeune, même si c'est... bon. Donc il y a un problème, vous voyez, juridique, mais il y a aussi un problème éthique au sens, vous voyez, où le médecin en question, là, auquel je pense, il est balancé entre l'écoute de cette femme et le respect, on va dire, alors ce qu'on appelle l'autonomie de cette femme, c'est-à-dire c'est sa volonté, c'est son corps aussi, hein, et c'est un de ses arguments, c'est dire, écoutez, voilà, moi c'est mon utérus, pourquoi je pourrais pas décider de ça ? Puis j'ai bien réfléchi, et puis voilà, j'ai jamais voulu d'enfant, et puis deuxièmement, ça m'embarrasse dans ma vie de tous les jours. Il est balancé entre ça, vous voyez, un principe d'autonomie. Vous voyez, c'est pas simplement une question d'éthique, c'est une question, on va dire, de droit et aussi éthique, philosophique. Et jusqu'où je dois aller dans le respect des libertés de mes patients, de mes demandes. Et puis aussi, peut-être, vous voyez, sa fonction, son rôle de médecin. Est-ce que je suis encore dans mon rôle de médecin à pratiquer une hystérectomie sans indication médicale ? La première des indications, par exemple, ce serait un cancer de l'utérus qui justifierait une hystérectomie. C'est pas la seule, mais je vous donne un exemple. Et puis enfin, vous voyez, alors donc là, il y a la question de la fonction du médecin, la question du rôle du médecin, et puis aussi la question, sans doute, de est-ce qu'il va être dans le soin ? Est-ce qu'il va lui apporter quelque chose de bien ? Est-ce qu'il va lui être utile ? Est-ce qu'il va être dans son rôle de soignant ? Et ça, vous voyez, ça, c'est une question qui n'est pas non plus seulement médicale, mais qui est aussi éthique. Parce que elle a des arguments en faveur de ça. Elle nous dit qu'elle est stressée par le fait peut-être d'avoir un enfant sans le vouloir. Donc, vous voyez, avoir des relations sexuelles avec toujours, je la cite, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça la stresse, ça l'angoisse. Et puis, ces fameuses périodes qui sont problématiques pour elle. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails de la situation. Mais donc, vous voyez, pour essayer de répondre à votre question, l'éthique clinique, on en a besoin, ou en tout cas, elle va naître de situations qu'on va dire complexes, donc pas seulement médicales, complexes au sens où on va avoir, vous voyez, alors d'abord, ce que je vous propose, c'est une tension éthique, vous voyez, des valeurs qui entrent en tension, voire en contradiction. Ici, le respect de la liberté et puis le rôle de la médecine, la place de la médecine, la volonté d'apporter un bénéfice à un patient, à une patiente, donc soigner. Et puis peut-être aussi, vous voyez, une multiplicité d'acteurs. Je vous donne un autre exemple, mais tout à l'heure, on travaillera sur un exercice, si on a le temps. Mais c'est souvent, on intervient en éthique clinique quand vous voyez, il y a un patient, une patiente, il y a un compagnon potentiellement, il y a
des proches qui ne sont pas forcément d'accord dans la situation. Vous voyez, ça, par exemple, ça va être un mari, on vient de lui diagnostiquer un cancer poumon, qui se présente, on va dire, on est en phase précoce, on propose une chirurgie, on a un projet thérapeutique, on a la famille derrière dit au papa mais il faut y aller, t'es encore jeune et tout, et lui il refuse. Donc vous voyez, on va avoir alors une situation avec des enfants, peut-être une épouse qui dit mais moi, je comprends pas mon mari, c'est qu'il est déprimé, il vient juste d'apprendre, etc. Le mari refuse. Bon, on va avoir comme ça une situation complexe. On peut ajouter de la complexité. Peut-être qu'on en reparlera, mais vous voyez, si on est en psychiatrie, par exemple, il y a 2 semaines, on a un patient qui est schizophrène et qui, il a été diagnostiqué un cancer, mais qui est, vous voyez, diagnostiqué de manière très précoce. Et donc le chirurgien dit, et le cancérologue, si on fait la chirurgie post-opératoire à 15 jours, et ensuite, vraiment, très bon pronostic. Le patient refuse. Il refuse parce qu'il ne croit pas qu'il est malade. Il est convaincu qu'il n'est pas malade. Il est convaincu que courir... je ne sais pas si je peux le dire, je suis filmé là. Vous allez le diffuser après ? Oui, d'accord, ok. Alors, je ne vais pas donner cet élément-là. Il est convaincu qu'une alimentation, vous voyez, riche en fruits et en légumes va lui permettre de guérir. Et d'ailleurs, il ne croit pas qu'il est malade. Il nous dit que la tâche, là, sur la radio, c'est une poussière. Voilà. Donc, vous voyez, c'est dans ces situations-là, ce sont des exemples, que ici, non pas une personne, un éthicien, et ça, on va y revenir aussi. Alors, je vais aussi développer. Votre question, elle ouvre sur... On pourrait passer des heures. Mais... on a besoin, vous voyez, non pas d'une personne, on n'a pas besoin d'un avis et une consultation d'éthique clinique ou un éthicien clinique ne travaille jamais seul. Pourquoi ? Parce que, à la différence d'une question scientifique du type, je ne sais pas moi, quelle est la... comment dire, ou simplement, qu'est-ce que définit un carré ? Vous voyez, vous avez en géométrie, vous avez une réponse. En éthique, vous sentez bien qu'à la question, est-ce qu'il faut répondre favorablement à cette demande d'hystérectomie à la femme dont je vous ai parlé ? Vous avez plusieurs réponses possibles qui peuvent être tout à fait argumentées, tout à fait entendables. Et ça, vous voyez, c'est l'esprit même d'une démocratie. Parce que dans cette salle, je suis sûr que certaines, vous seriez favorables et vous argumenteriez, et ce serait tout à fait entendable. Et certaines, vous seriez au contraire défavorables, et ce serait aussi tout à fait respectable et entendable. Là, vous voyez, on est dans le champ de l'éthique. Et nous, donc, notre pratique de l'éthique clinique en France, parce qu'on est un réseau de consultation d'éthique clinique, Bernard Branger, il fait partie d'une consultation d'éthique clinique à la clinique Jules Verne. Il y en a une au CHU de Nantes, il y en a une au Cochin à Paris, il y en a une au CHU d'Angers, etc. Oui, on se regroupe en réseau des consultations d'éthique clinique de France. Et l'idée, quand même, qui nous rassemble, c'est d'abord la voix du patient, c'est d'entendre ce que le patient demande. Ça ne veut pas dire être forcément d'accord avec lui. Et je pense, deuxièmement, c'est le respect de la pluralité. C'est-à-dire de se dire, vous voyez, qu'il n'y a pas une seule réponse. On ne détient pas de vérité. On n'est pas des experts. Les experts, ce sont les soignants, ils ont leur expertise. Alors certes, on va avoir aussi des juristes, donc il y aura aussi des experts juridiques, mais on n'est pas des experts en éthique. On est des conseillers. Alors en Amérique du Nord, on parle de conseillers, on parle de consultants, vous voyez, qui interviennent et toujours à plusieurs. Voilà. Merci de cette question, ça permet de replacer les choses. Okay. Guillaume, peut-être pour aider les personnes peut-être moins familières avec cet environnement, pour bien se projeter, on peut peut-être diffuser la bande-annonce, si qui je trouve démontre assez bien la pluridisciplinarité ça et marche. Toutes ces questions autour du doute qu'on va aborder après. Donc il est arrivé la semaine dernière, jeudi dernier. Il faisait 28 kilos. Là, c'est 25 kilos 9. 25 kilos 9. Là, le patient, il m'a dit, si je fais un malaise chez moi, je veux pas qu'on me réanime. Mais en même temps, c'est bizarre parce que ça veut dire qu'on accepte qu'il décide de mourir et qu'on se dit, il a le droit, quoi, je sais pas, ça c'est quelque chose qui m'interpelle. Il y a un moment donné, les traitements, ils doivent savoir aussi s'arrêter, être arrêtés ou limités. Est-ce que ça ne remet pas en cause le serment qu'on a pris le jour où on est devenu médecin ? Rappelez-vous, elle a 26 ans, elle demande une contraception définitive. Les patientes
quand elles ont des antécédents d'agression sexuelle, elles sont 7 fois plus exposées à une endométriose invalidante. Son histoire d'agression sexuelle derrière tout ça, je suis pas sûre de lui enlever son utérus. Ça, pour elle, c'est sa solution, mais je suis pas sûre que ça soit vraiment le cas. Elle n'est pas à son premier séjour en réanimation aussi, puisqu'elle a fait des tentatives de suicide grave. Enfin, voilà. Quand est-ce qu'on dit qu'une maladie psychiatrique, on est en bout de ce qu'on peut proposer à quelqu'un? Je rejoins pas du tout ce qui vient d'être dit. Moi, je trouve ça totalement immoral, quoi. Oui, il y a 30 personnes qui vont se réunir pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sur une situation. En termes de rentabilité, on n'est pas bon du tout par rapport à un programme de bloc. Voilà, on est dans le rush, on enchaîne, il faut aller vite, ça va faire un peu discours de vieux con, mais je trouve qu'on va de plus en plus vers de la technique en médecine. On soigne un cœur, on soigne une artère, on soigne... Mais finalement, on oublie de plus en plus que derrière tout ça, il y a un humain, je trouve, et de mettre un peu de philosophie là-dedans, et le comité d'éthique aide à replacer l'humain au centre de ça, et c'est important pour moi. Alors, qui compose ce collectif, ces personnes qu'on voit? Donc à Saint-Nazaire, on est une quarantaine. Donc des médecins de différentes spécialités, des infirmiers, des infirmières, psychologues, juristes, des travailleurs sociaux, assistants sociales, éducateurs spécialisés, et puis des représentants, vous voyez, de la direction de l'hôpital. Voilà. Donc c'est et un philosophe. Voilà. Ouais. Donc c'est la composition. Donc l'idée, vous voyez, alors ça c'est très variable selon les consultations en France, mais aussi à l'étranger. Vous avez des consultations d'éthique, et alors certains d'ailleurs s'appellent comités d'éthique. Vous voyez, on n'a pas tous les mêmes méthodologies, mais alors une consultation d'éthique clinique, vraiment l'idée c'est qu'on réagit au cas par cas, c'est-à-dire qu'on est saisi sur un cas particulier et en cours. Ça veut dire vraiment, vous voyez, il y a monsieur Durand qui refuse un traitement vital, etc., etc. Et donc on intervient comme ça. Et donc à Saint-Nazaire, comme au CHU de Nantes d'ailleurs, comme à Clinique Jules Verne, comme à Angers, comme à Cochin, il y a des soignants et des non-soignants. Vous voyez, ça c'est une autre particularité. Il y a des consultations d'éthique, il y a des comités d'éthique où ça peut être que des soignants. D'accord ? C'est tout à fait entendable. Alors, quand même, dans notre réseau des consultations d'éthique clinique de France, se dégage avoir à la fois des soignants et des non-soignants qui se réunissent sur ces cas complexes enrichit l'éclairage qu'on va apporter. C'est toujours uniquement un éclairage et jamais une décision. C'est une aide à la décision. D'accord, hein ? Il faut bien souligner cela aussi. Alors, pourquoi on a besoin, vous voyez, de cette pluridisciplinarité ? Parce que, encore une fois, on intervient sur des cas qu'on a dit complexes. Et donc, de cette complexité, vous voyez, de cette complexité, on a besoin, face à cette complexité, d'une richesse des regards, hein, d'une diversité des regards. Et aussi, vous voyez, le non-soignant ou les non-soignants, ils vont être moins, on va dire, pris dans, sans doute, vous voyez, peut-être les manières de faire, les procédures, les habitudes, et donc peut-être être moins d'emblée gêné par certaines demandes, parce qu'il faut le dire, on est quand même souvent appelé, ou on va réfléchir sur des demandes qui peuvent sortir de l'ordinaire. Et donc, vous voyez, le fait d'avoir des non-soignants, c'est un regard différent. C'est aussi celle qui a qui a initié l'éthique clinique en France, c'était Véronique Fournier, donc, qui était médecin cardiologue, qui est toujours là, mais elle est à la retraite aujourd'hui, qui était médecin cardiologue, peut-être que vous la connaissez au moins de nom, hein, qui est une femme formidable, qui a, vous voyez, vraiment beaucoup œuvré pour l'éthique clinique, non seulement l'éthique clinique, mais aussi par exemple sur la loi de 2002, la loi Kouchner, avec le recueil du consentement libre et éclairé, si vous connaissez cette loi. Elle a beaucoup œuvré sur cette Véronique Fournier.
Mais donc l'idée de Véronique Fournier, vous voyez, c'était de faire entrer, je crois, la société civile, les citoyens et les citoyennes, dans l'hôpital. Parce que vous voyez, sur ces questions d'éthique clinique dont on parle, reprenez l'exemple de la contraception définitive, ou sortons de la question du début de la vie, ou restons dans le début de la vie, mais par exemple sur l'assistance médicale à la procréation. Vous voyez, pour accueillir ces demandes qui peuvent quelquefois sortir de l'ordinaire. Je vous donne encore cet exemple d'un couple trans qui demande une insémination artificielle. Le monsieur était une femme il y a encore quelques années, il a gardé son utérus et la question c'est de savoir est-ce qu'on peut inséminer monsieur. Bon, vous voyez, sur ces questions-là, ce ne sont pas uniquement des questions qui doivent intéresser et auxquelles doivent répondre uniquement les médecins et les équipes médicales. Vous comprenez bien, ce sont des questions de société. Donc pourquoi, certes, elles se déroulent, vous voyez, ce questionnement se déroule à l'hôpital, elles sont prises en charge par l'hôpital ou par les cliniques, mais ce sont des questions de société. Et donc l'idée de Véronique Fournier, qui est assez géniale, c'est de se dire mais pourquoi les citoyens ne peuvent pas y rentrer? Ils y sont déjà, notamment dans vous savez bien, les maisons des usagers. Ils y sont déjà. Mais là, ils vont participer à la décision. Ils ne vont pas la prendre. Il ne s'agit pas de remplacer celles et ceux qui ont les responsabilités. Il ne s'agit pas de faire le travail, bien entendu, des soignants. Ils le font très bien. Mais c'est simplement les aider et leur donner peut-être, vous voyez, un regard qui est pluriel, qui est un peu différent. Et ça restera de toute façon leur responsabilité. On ne forcera jamais, évidemment et heureusement, je ne sais pas, un chirurgien qui ne voudrait pas faire une hystérectomie sans indication, évidemment. Enfin, l'avis de la consultation d'éthique ne changera pas sa responsabilité et sa décision. Là, effectivement, on parle d'un médecin qui arrive avec un doute. Oui. Dans l'imaginaire collectif, le doute, c'est souvent l'erreur, c'est le danger. Alors, dans des sujets infiniment sensibles comme des questions de santé, comment l'aborder à l'hôpital? Est-ce que c'est bien de douter? La réponse, on la pressent, mais oui. Quelle est la valeur du doute dedans? Alors, c'est vrai que, mais spontanément, quand on pense au doute, on pourrait peut-être le voir négativement. C'est-à-dire que, par exemple, le chirurgien qui m'opère, j'ai pas trop envie qu'il doute au moment où il opère. Vous voyez, j'ai plutôt envie de quelqu'un qui soit actif, etc. Bon. En même temps, quand on regarde exactement, et je vous invite, non, je vais pas vous faire de la pub pour Netflix, mais vous avez une série, un documentaire actuellement, ça s'appelle Critical Between Death and Life, quelque chose comme ça, et vous suivez une équipe de chirurgiens à Londres, et c'est super intéressant, et les chirurgiens vous les voyez à l'œuvre, et un des chirurgiens vous explique que en fait, lors d'une opération, justement, pour répondre à ta question, en fait, c'est pas il ne cesse de douter, mais il est obligé, vous voyez, de réagir par rapport aux éléments qu'il n'avait pas anticipés, et donc de prendre des décisions extrêmement complexes plusieurs fois par minute, etc. Donc finalement, je crois que le doute est déjà présent. Bon, alors nous, l'éthique clinique, elle intervient, vous voyez, face à des situations peut-être qui remettent en question certaines pratiques, remettent en question aussi, vous voyez, les limites juridiques quelquefois. Quand vous avez une demande d'aide active à mourir, par exemple, quand vous avez une demande de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès qui peut-être est un peu précoce par rapport à ce que dit le droit, quand vous avez, vous voyez, des demandes qui sont comme ça, on va dire, qui posent question, en fait, voilà, les équipes font l'épreuve du doute. Quand ils viennent vers nous, je crois que c'est vraiment très positif, parce que c'est vraiment des équipes, des soignants qui se posent des questions. Oui, parce qu'ils pourraient se dire, mais non, ça c'est en dehors des clous, on répond non, on ne s'embarrasse pas, ou on répond oui sans se poser de questions. Alors nous, évidemment, on a un biais, les consultants en éthique clinique, c'est qu'on voit que les soignants qui se posent des questions et qui veulent, vous voyez, ouvrir le débat. Ce qui n'est pas évident, parce que vous voyez, c'est presque un aveu de faiblesse. Ça peut être vu comme un aveu de faiblesse pour les soignants, de se tourner vers une équipe pluridisciplinaire. Vous voyez, on sort du colloque singulier. C'est pas facile. Et je pense, j'en suis même sûr, qu'il y a des soignants qu'on ne voit jamais dans un hôpital. Parce que, et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons que les autres, attention, je ne veux pas dire du tout ça, mais bon voilà, ils ont peut-être une approche différente, mais en tout cas, ceux qu'on voit, c'est pas toujours les mêmes.
C'est discutable, il faudrait faire une enquête statistique un peu pour être un peu plus précis. Mais c'est donc effectivement, donc, tu vois, des doutes, mais il y a quelque chose de positif dans le doute parce qu'on va se retrouver. Alors nous, on pratique aussi ce qu'on appelle une éthique de la discussion, vous voyez. C'est justement, le doute fait avancer au sens de, on va réfléchir autrement à plusieurs, et puis quelquefois, vous voyez, on va essayer d'œuvrer en faveur de peut-être d'une évolution, soit des lois, soit des pratiques, une évolution des regards aussi. Et je crois que c'est ce que disent les soignants, si vous voyez le film. L'éthique clinique a vraiment œuvré pour leur faire évoluer leur pratique, leur rapport à l'exercice même médical, leur rapport peut-être, leur relation aux patients, etc. Et ça, l'éthique clinique, le groupe éthique clinique, y participe. Avant de continuer, je vais donner la parole à la salle. Madame ? Juste savoir, c'est une régularité, c'est-à-dire tous les, je ne sais pas combien vous réunissez, ou c'est à la demande? Oui, très bonne question. Ouais. Ça, c'est une question très pratique, mais importante. Alors, nous, à Saint-Nazaire, on a 2 types de staff. On a, vous voyez, par exemple, sur une année, on a un staff par mois qui est déjà programmé jusqu'à fin 2026, d'accord ? Une fois par mois. Mais pour pouvoir répondre à des demandes urgentes, on a des staffs en urgence, dans les 24 heures, dans les 12 heures. Alors après, le processus, ça va être, mais peut-être qu'on va y revenir, donc je peux le dire maintenant, c'est vraiment, donc vous voyez, on reçoit un mail ou un coup de téléphone d'une équipe, ou, attention, à Saint-Nazaire aussi, d'un patient et de sa famille. Ça peut venir des deux, vous voyez, soit des équipes, soit des patients familles. Alors c'est 98% des saisines qui viennent des équipes médicales. 2%, même pas 1% qui viennent des patients et de leur famille. On organise la rencontre, la venue sur le terrain. Donc on est toujours 2 ou 3 à Saint-Nazaire. Il y a toujours un non-soignant. Alors à Saint-Nazaire, moi je suis toujours là, et des soignants, 1 ou 2 soignants. Très important évidemment que le philosophe soit pas tout seul. Il faut à la fois, vous voyez, un regard soignant et une expertise. Alors en fonction, vous voyez, d'ailleurs de la situation, on peut faire appel à une expertise particulière membre du staff parce qu'on a des psychiatres, parce qu'on a des neurologues, parce que etc. On va rencontrer l'équipe. Souvent, c'est sur une demi-journée. Vous voyez, on commence par l'équipe médicale. Quelles sont les données, la situation, on s'entretient avec eux. Ensuite, on va rencontrer le patient, la patiente, les proches éventuels du patient, s'ils sont très présents. Ça peut être aussi le tuteur, la tutrice. Bon, après, on peut leur téléphoner. Et dans un deuxième moment, enfin, on va revenir vers le staff. Donc, vous imaginez, le staff d'éthique clinique. Et là, les consultants vont présenter le cas, ceux qui sont allés rencontrer le patient. Ils présentent le cas, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je vais vous présenter un cas. On va discuter. Et ensuite, on va essayer de, chacun d'ailleurs, un par un, au final, on donnera notre avis. En utilisant, donc j'y vais, je présente le... Allez, donc en utilisant 4 principes, mais sans doute que vous les connaissez déjà, ils sont tellement connus. On utilise 4 principes qui ont été, alors pas élaborés, mais on va dire remaniés, on va dire par 2 philosophes américains, Tom Beauchamp et James Childress, dans les Principles of Biomedical Ethics. 4 principes on utilise. Il nous faut, vous voyez, les 4 principes. Pourquoi ? Parce que on va essayer de parler, vous voyez, d'avoir les mêmes outils. Vous imaginez, là, si dans la salle, on laisse se faire la discussion sans avoir des outils communs, ça peut partir dans tous les sens. Or, il faut qu'on soit efficient et suffisamment, vous voyez, efficace, parce que souvent, le staff, c'est 2 heures. Nous, alors à Saint-Nazaire, c'est de 13h à 15h. Et on a des chirurgiens, on a tout un tas de spécialistes, d'infirmiers, etc. C'est 15 heures, c'est pas 15h02, donc il faut qu'on ait terminé, d'ailleurs, souvent, quelquefois, à 14h45, un tel part, etc. Donc il faut être très très efficace. Donc quand on revient devant le staff, on présente le cas et on finit par chacun donne son avis. Moi je note, vous voyez, vraiment je prends les notes et j'en fais une synthèse qui est alors très précise. Nous, à Saint-Nazaire, vous voyez, moi, je fais une synthèse sous format d'un PDF qu'ensuite je renvoie à l'équipe pour les aider donc, dans leurs décisions et on leur fait un retour aussi oral. Juste, à Saint-Nazaire, on est très très précis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je vais jusqu'à dire combien de membres sont, par exemple, favorables à l'hystérectomie en donnant, vous voyez, donc un premier groupe, 9 sur 30
sont favorables à l'hystérectomie. Voici les raisons avancées. Et on utilise donc les 4 principes. Je vais vous donner ces 4 principes. 21 étaient défavorables et voici leurs arguments. 3 étaient sans opinion, n'ont pas voulu se prononcer pour les raisons suivantes. Et ils ont donc, vous voyez, un compte-rendu qui fait une dizaine de pages, quand même ça peut être assez long, qui va vraiment du compte-rendu des entretiens qui ont été réalisés jusqu'à l'éclairage final. Ok. On utilise 4 principes. Donc le premier, c'est... je peux me lever, ça ne dérange pas? Ouais. Le premier, enfin, il n'y a pas d'ordre entre les principes, il n'y a pas de hiérarchie entre les principes. Ça veut dire que, a priori, vous voyez, en théorie, ils ont une valeur égale. Donc souvenez-vous-en pour le cas qu'on va faire tout à l'heure. Donc l'ordre que je vous donne là, peu importe. Je vais commencer par le plus simple. Les 2 premiers, les plus simples, c'est des principes, on va dire, classiques dans l'éthique médicale. La bienfaisance, la non-malfaisance. La bienfaisance, c'est apporter un bénéfice au patient, être utile au patient. Hein, c'est ce qu'on a appelé aussi, donc oui, c'est un principe traditionnel dans l'éthique médicale, on appelle un principe d'utilité ou de proportionnalité. Hein, on va mettre en balance les bénéfices visés par l'acte avec les risques. D'accord ? Un acte bienfaisant, c'est voilà, quel bénéfice on va apporter et aussi au regard des risques. Bon. La non-malfaisance, donc tout à l'heure la bienfaisance c'était agir en vue du bien. La non-malfaisance c'est c'est s'abstenir d'agir afin d'éviter de nuire. Vous voyez ? C'est ce qui va, dans le droit, dans le Code de la santé publique, par exemple, vous savez, on parle d'obstination déraisonnable. Un acte qui relève d'une obstination déraisonnable, c'est par exemple un acte qui n'aurait pour seul effet que le maintien artificiel de la vie. Donc, on pourrait, vous voyez, justifier l'arrêt, par exemple, d'un traitement vital en disant que ce traitement, finalement, n'aurait pour effet, conséquence, que le maintien artificiel de la vie. Donc, on va estimer qu'on ne va pas le faire parce que la conséquence de l'acte envisagé, en fait, va produire, vous voyez, plus de mal que de bien. On entretiendrait une sorte de survie du patient avec, par exemple, dans un coma végétatif, avec des proches qui viennent et qui n'attendent plus rien que la fin. Et, bon, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est la non-malfaisance. Je renonce à agir afin d'éviter de nuire. Remarquez que vous pouvez l'avoir dans plein de situations. C'est pas que le droit médical. Hein. Vous avez un ami qui vous demande qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle compagne ou mon nouveau compagnon. Vous en pensez du mal et vous lui dites est-ce que je lui dis la vérité ? Si je lui dis et si vous vous dites non, je vais pas lui dire ce que je pense parce que ça pourrait lui faire du mal, vous agissez au nom de la non-malfaisance. Vous dites écoute, très très bien, oui, je suis ravi pour toi. Ça n'arrive pas avec hypocrisie, là. Oui. Je veux dire, j'apprécie tout tombe par terre. Ouais, ok, si vous voulez. Je pense qu'on est quand même souvent assez hypocrite. Hein. On est quand même souvent aussi assez hypocrite dans la vie. Heureusement qu'on ne dit pas toujours la vérité. Hein. Oui, on ne dit pas toujours la vérité aux gens, aux personnes. Bon. J'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple, visiblement. Bon. Vous êtes dur, hein, vous êtes une salle qui est... Il faut batailler. Hein. Donc, on a dit... Mais c'est bien. Bienfaisance, non-malfaisance, hein, c'est ça ? Oui. Autonomie. Autonomie, principe d'autonomie. Alors, celui-là, il n'est pas facile. L'autonomie, c'est... Alors, à la fois, vous voyez, est-ce qu'on a respecté l'autonomie du patient au sens, est-ce qu'on l'a suffisamment informé, éclairé sur la situation ? D'accord ? Hein, d'accord, si je vais voir mon médecin et qu'il me diagnostique un cancer de la prostate et qu'il me fait l'annonce, respecter mon autonomie, c'est, vous voyez, suffisamment m'informer sur ma maladie, sur les propositions thérapeutiques, sur les bénéfices attendus de telle ou telle opération, les risques. Ça, c'est respecter mon autonomie. Et afin, à un moment donné, deuxième dimension de l'autonomie, recueillir mon consentement, recueillir ma volonté. Alors, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Durand ? Je vous ai exposé, moi je vous conseille la prostatectomie plutôt que la curithérapie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je décide de. Vous voyez, c'est ça aussi le respect de l'autonomie. Bon. Ça, c'est vraiment une question très difficile, la question, vous voyez, de l'évaluation de l'autonomie décisionnelle. Et selon quels critères? Ça, vraiment, moi, c'est l'enjeu de mon travail en tant que chercheur, d'essayer, vous voyez, de développer des outils d'évaluation de l'autonomie décisionnelle. Voilà. Il existe déjà des outils en psychiatrie sur qui aident à évaluer l'autonomie décisionnelle, notamment il y a un outil développé par deux psychiatres, enfin un psychiatre et un psychologue qui s'appelle le McCarthy. Mais à mon sens, il manque une dimension, celle de la liberté. Donc vous voyez, moi je suis en train de travailler sur une extension de l'outil McCarthy. C'est pas révolutionner la science, mais c'est de se dire, l'outil existant, il est peut-être pas suffisamment précis. Vous voyez, quand on est autonome, c'est certes des capacités cognitives, être capable, je le redis, de comprendre la situation, de raisonner sur les alternatives thérapeutiques, d'apprécier la situation, par exemple de se dire ouais, c'est bien moi dont on parle, c'est bien la maladie, c'est de se projeter dans l'avenir par rapport à la maladie, par rapport au traitement, c'est être capable d'exprimer ses préférences. Je viens de vous donner les 4 critères de l'autonomie décisionnelle dans le McCarthy. Oui, mais être autonome, c'est aussi être libre. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pouvoir prendre une décision indépendamment de ses proches, par exemple, ou de son médecin. Et c'est aussi la liberté, c'est aussi la capacité, le pouvoir d'agir autrement. Ce qu'on appelle, vous voyez, en philosophie, c'est l'alternativisme. Vous voyez, c'est le fait de, non seulement qu'il existe une alternative, mais que j'ai le pouvoir de choisir cette alternative. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Si un soignant me présente une alternative, alors s'il ne me parle pas des alternatives, déjà, vous voyez, en fait, j'ai pas le choix, en fait. S'il me dit, écoutez, monsieur Durand, soit c'est de toute façon pour votre cancer de la prostate, c'est la prostatectomie, voilà, je suis désolé, et il ne me parle que de ça. Et donc, je lui dis oui. OK. Mais vous voyez que là, mon consentement, il est tronqué. Il y a un problème, c'est qu'il n'a pas fait état des alternatives. De la même manière, s'il me fait état des alternatives, mais qu'il me dit, écoutez, il y a cette alternative, mais vraiment, vraiment, je vous dis, ne la choisissez pas. D'ailleurs, moi, je ne le ferai pas. Il faudra que vous trouviez quelqu'un d'autre. Et là, du coup, là aussi, vous voyez, est-ce que j'ai le pouvoir d'agir autrement? Bon, là, ça se complique. Hein. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que l'autonomie décisionnelle? Mais retenez que vous avez, vous voyez, à la fois des capacités cognitives, intellectuelles, psychiques, et puis vous avez une dimension aussi donc, de la liberté, et pour chacune de ces dimensions, on n'évalue pas, vous voyez, un état de fait, c'est-à-dire est-ce qu'il est autonome ou pas. On aide, vous voyez, l'autonomie, c'est dans le soin, c'est quelque chose de dynamique et de relationnel. Vous voyez, c'est le soignant qui m'aide aussi à être autonome. C'est le soignant qui m'explique. C'est le soignant qui crée des alternatives. Par exemple, en me voyant indépendamment, par exemple, de mon épouse, d'accord ? Il fait en sorte de séparer, par exemple, les membres d'un couple. Attendez, monsieur Durand, je voudrais vous voir tout seul d'abord. En faisant ça, peut-être parce qu'il est repéré que, je sais pas, je suis dans une relation fusionnelle, je fais tout ce que veut faire mon épouse, etc. En faisant ça, tiens, il crée une alternative. Et même il me dit, je reviens sur l'hypocrisie, il me dit, écoutez, monsieur Durand, si vous ne voulez pas donner votre rein à votre épouse, comme elle vous le demande, on dira que vous ne pouvez pas lui donner votre rein. Hein, on fera un mensonge. On dira que c'est pas possible. Alors ça, vous voyez, c'est par exemple une proposition qu'on peut faire sur le don d'organes. Bon, ça nous emmène vers d'autres choses, mais qui est beaucoup discuté. Vous voyez, est-ce que là, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie? Oui, mais ça va me donner la liberté de dire non à mon épouse si elle me demande un rein, et que je me vois dans l'incapacité de lui dire non. Vous voyez, est-ce que c'est mon épouse? Ou c'est mon enfant, par exemple? Ou c'est un enfant par rapport à son père, le père demande à sa fille ou à son fils un don d'organes. Comment dire non à son père ou à sa mère? Eh bien, vous voyez, ça, c'est le rôle des équipes de créer des alternatives. Des alternatives possibles, faisables. Bon, OK. Donc, bienfaisance, non-malfaisance, autonomie. Et enfin, principe de justice. On travaille avec ces 4 critères. Principe de justice. C'est la question notamment de la distribution, répartition
des ressources de santé. Hein, vous voyez, et ça on en discute, vous le verrez dans le film, autour de la demande d'hystérectomie sans indication médicale. Est-ce qu'on peut, dans une société où les ressources de santé sont rares, où, vous voyez, c'est compliqué d'obtenir un rendez-vous, y compris pour quelque chose de vital. Est-ce que, vous voyez, c'est juste que de prendre en charge certaines demandes qui font du coup ralentir la prise en charge de ce qui n'est pas du luxe, de ce qui est nécessaire, de ce qui est vital, pour, vous voyez, faire entrer des demandes qui sont certes entendables, mais quand même personnelles. Il y a d'autres moyens moins invasifs que l'hystérectomie pour ne pas avoir d'enfants et faire stopper les règles. Ça, c'est le principe de justice. On a parlé un petit peu d'AMP, mais vous voyez, en AMP, je crois que on peut dire ça, c'est que on n'avait pas prévu, avec les récentes lois de bioéthique de 2021, on n'avait pas prévu, ce qu'on n'avait pas prévu. Vous savez, donc, dans la loi de 2021, on a étendu l'accès à l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, d'accord ? On a étendu l'accès à l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. Et, je ne vais pas parler, le terme d'explosion est trop fort, mais vous savez quelles sont les demandes qui ont le plus augmenté parmi donc couple hétéro, homme-femme, couple de femmes et femmes seules? Est-ce que vous savez quelles sont les demandes qui ont fait une augmentation incroyable? C'est les femmes seules, exactement. Et ça, on n'avait pas prévu. On pensait que les couples de femmes allaient arriver en masse, mais les femmes seules, et des femmes seules, quelquefois, vous savez, très jeunes, hein, qui ont moins de 25 ans. Certaines n'ont jamais eu de relation avec un homme, et n'en veulent pas d'ailleurs. Bon, ça s'entend. Hein, je ne veux pas m'embarrasser d'un homme à la maison, qu'est-ce que c'est? Bon, non, vous voyez, c'est une sorte de, voilà, de manifeste, je reviens de Biarritz, là où a été présenté le film On n'a pas gagné, le film de Guillaume n'a pas gagné, Guillaume Stevie. Le film qui a gagné au FIPADOC là, à Biarritz, c'est La Grève, un film sur Ovidie, sur le livre d'Ovidie. Vous savez, la chère et triste, hélas, hein, qui fait la grève de quoi? La grève des hommes. Les hommes, c'est terminé. Hein, les hommes, c'est terminé. Je ne sais plus où j'en suis. Ouais. Tu nous parlais du 4e pilier, la justice. Oui. Je crois qu'il y avait une dimension aussi d'égalité de répartition. Oui. Des soins, enfin d'accès, enfin oui. On mise pas tout sur une situation. C'est ça, et puis tu vois la répartition, un exemple très simple du principe de justice, alors c'était la priorisation, la question de la priorisation. Vous voyez, selon le droit, il ne doit pas y avoir de priorisation en droit, en théorie, entre la femme seule, le couple de femmes et le couple hétéro, on va dire même infertile, avec des problèmes de fertilité. En droit, en théorie, il est inscrit dans le droit qu'on ne doit pas les prioriser. Alors, d'un point de vue éthique, vous voyez, il y a la question juridique, mais d'un point de vue éthique, vous voyez, on a le droit de se poser la question. Entre un couple hétéro qui rencontre un véritable problème de fertilité, qui essaie depuis 2 ans d'avoir un enfant, ils n'y arrivent pas, et on va dire ils ont 35 ans, donc l'horloge commence à tourner, et cette jeune femme seule de 22 ans, est-ce qu'on doit appliquer un critère de répartition, de distribution des ressources, premier arrivé, premier servi? Est-ce que c'est un bon critère? Vous voyez, est-ce que c'est un critère éthique que premier arrivé, premier servi? Mademoiselle est arrivée le lundi, le couple dont je vous parle de plus de 35 ans, ils sont arrivés le vendredi. Est-ce que du coup, on doit prendre, sachant qu'on a un délai d'attente à peu près d'1 an, sauf erreur de ma part, bon, vous voyez, donc ça c'est une question de justice, c'est une question de justice, sans parler évidemment, vous voyez, d'un patient, d'une patiente qui va prendre énormément de temps, énormément d'énergie, beaucoup plus que d'autres patients. En plus, il va être agressif, elle va être agressive, et donc il va y avoir une mobilisation. Et donc là, je sors des situations, on va dire, un peu qui sortent de l'ordre, je sors des situations un peu inhabituelles pour revenir plutôt à des choses que vivent les hôpitaux, et notamment l'hôpital de Saint-Nazaire, là, au jour le jour, c'est-à-dire des situations où on a un citoyen, une citoyenne, un homme, une femme, et j'arrête, mais un homme, une femme, vous voyez, dont la conserver au domicile, et ça c'est tout à fait louable, va nécessiter
une multiplicité d'acteurs et d'actrices, hein, avec les portages des repas, et même ça, eh bien c'est une complexité incroyable, parce qu'il, elle, est agressif, parce que il, elle, la dernière fois, il a essayé de planter son couteau dans l'épaule de l'infirmier, et donc, vous voyez, et donc tout ce temps, toute cette énergie, et donc tout ce que ça coûte, est-ce qu'on continue comme ça, et par rapport à d'autres patients qui, eux, sont compliants, qui, eux, sont, etc. Ça, vous voyez, c'est des questions de justice. Bon, c'est des questions de justice qui ne sont pas évidentes, évidemment, parce qu'évidemment, la réponse qu'on a en tant que démocrate, c'est de se dire, mais bien sûr, il faut continuer, même s'il faut y aller. Oui, d'accord, mais pendant qu'on mobilise toutes ces énergies, comme nos ressources sont rares, eh ben, on peut moins les mobiliser pour d'autres, qui, eux, vous voyez, ne sont pas dans le rejet, vous parliez des soignants qui interviennent la nuit, qui font que les infirmiers et les infirmières, par exemple, en libéral, ne veulent plus y aller, parce que c'est intolérable de vivre ça, de se faire traiter etc., etc. Vous voyez ce dont je veux parler. S'il vous plaît, j'ai une question justement par rapport les différents principes que vous avez évoqués, et la notion d'ailleurs de justice. Et quand on parle de l'aspect justice, on pense inévitablement à l'aspect économique. Donc est-ce que ça ne peut pas venir, et est-ce que vous l'avez vécu, c'est-à-dire justement interférer dans la mise en œuvre des principes et aussi nuire justement à l'éthique? Est-ce que les questions... Alors, oui. Par l'économique, c'est-à-dire, on sait aujourd'hui que le coût. Et en disant, on fait des choix finalement contraints parce que justement, il y a la question économique, parce qu'on sait que les hôpitaux sont quand même très suivis de ce point de vue-là. Vous avez raison. De toute façon, toutes nos situations sont liées à un contexte économique. Hein, d'accord ? Et en particulier à l'hôpital public. Donc, je ne sais pas s'il y a une consultation d'éthique clinique à l'hôpital américain de Paris, j'en sais rien. Mais c'est pas le même contexte. Bon, j'ai rien du tout contre l'hôpital américain de Paris. Hein. Mais donc voilà, donc les situations, elles sont toujours liées à un contexte économique, à un manque de soignants et de soignantes. D'accord, un manque cruel de soignants et de soignantes. Et donc un problème des fois aussi organisationnel, mais qui est lié à des questions aussi, à des questions d'économie. Alors, quand même, pour relativiser ça, alors peut-être que je suis naïf, hein, j'en sais rien, mais mon sentiment à Saint-Nazaire, c'est aussi au CHU de Nantes, c'est que malgré ces problèmes, on voit des patients et des patientes, s'il n'y avait pas l'hôpital public, je veux dire, ce n'est que du coût pour la société au sens économique du terme, mais pourtant on les prend en charge et on les prend super bien en charge. Donc je pense qu'on irait dans d'autres pays, ça n'a rien à voir. Je vais souvent on travaille beaucoup là à Nantes Université en bioéthique avec le Cameroun, le Bénin, notamment je suis allé au Cameroun, c'est pas du tout les mêmes conditions. Pas les mêmes conditions. On va développer, on va essayer de développer, mais là, oui, les conditions à l'hôpital, des soignants, des soignantes et des patients, c'est beaucoup plus compliqué. On est dans un autre univers. Guillaume, on est sur la fin du temps imparti qu'on avait imaginé pour les échanges avec la salle. J'ai vu un monsieur, on prend encore la question du monsieur. Oui, bien sûr, oui. Oui. La loi qui a été établie récemment et qui a été récemment modifiée, elle a toujours fait appel à des comités d'éthique. Et c'est parce que des comités d'éthique se sont prononcés pour dire que c'était légitime de les prendre en charge et que ça n'était pas légitime de les prioriser. Je ne vois pas pourquoi, ultérieurement, on considère qu'il faut éthiquement le reprendre de chaque cas particulier pour savoir si celui-là, je lui fais. Alors, ouais. Je me suis peut-être mal fait comprendre. J'ai pas défendu le fait d'une priorisation de ces. Alors, je me suis mal fait comprendre. Alors après, je sais pas si c'est les comités d'éthique qui sont à l'origine des nouvelles lois. Les lois de bioéthique, elles sont liées aux états généraux de bioéthique.
derrière le CCNE, qui organise avec les espaces éthiques les états généraux, bon, et donc avec effectivement des... Alors c'est plutôt, vous voyez, actuellement les états généraux, enfin, depuis plusieurs années, des rencontres avec les citoyens et les citoyennes autour des questions de bioéthique. Je ne sais pas, vous voyez, dans quelle mesure on peut dire ce sont les comités d'éthique et quel type de comité. Je ne crois pas qu'ils aient été auditionnés, vous voyez, sur. Il me semble pas. Mais ouais. D'accord. En tout cas, nous à Saint-Nazaire, on n'a jamais été. Ouais. Non, mais ok. Alors nous, on n'a pas été consultés à Saint-Nazaire, ça je peux vous le dire. Oui, mais bien sûr, on n'a pas tous été consultés. Après. Ce que je voulais juste vous dire, et je pense donc mais c'est le problème de l'éthique, c'est qu'on peut dire des choses et du coup être et dire mal les choses. C'est que je trouve ça, mon point de vue est que c'est tout à fait louable et entendable qu'il n'y ait pas de priorisation entre les différentes catégories. D'ailleurs, on pourrait penser aussi l'extension aux couples d'hommes et aux hommes seuls. Bon, c'est un autre débat. Mais il est vrai que la question pour les praticiens, pour ceux qui sont sur le terrain, de comment on s'organise, vous voyez, se pose. Et je pense qu'une réponse est apportée. Alors bon, je suis filmé, mais une réponse est apportée. C'est-à-dire que c'est peut-être même le bon sens. Si je reprends mon exemple, alors je fais exprès, mais entre une femme de 20 ans qui est toute seule et un couple, d'ailleurs qui soit un couple de femmes ou un couple homme-femme, peu importe, mais qui ait une quarantaine d'années, ça semble plus juste que de faire passer ce couple de 40 ans, de quadra, avant la jeune femme de 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus que 2 ou 3 ans avant la fin de la prise en charge, et que l'horloge biologique fait que la baisse de la fertilité, en plus si j'ai pris un couple de femmes, est très important. Donc en fait, on peut très bien faire attendre, vous voyez, la jeune femme de 20 ans. En fait, ça c'est de l'éthique, mais c'est aussi du bon sens. C'est ce qu'on pratique aux urgences. On fait passer ceux qui ont le plus besoin avant les autres. Donc vous voyez, mais je comprends. Vous comprenez, je pense que vous êtes d'accord avec l'idée qu'effectivement, du point de vue des droits, on ne peut pas dire que certains ont davantage de droits que d'autres. C'est pas la question. Mais c'est comment est-ce qu'on se dépatouille avec ce principe de justice et avec la distribution des ressources. Et je pense que c'est vraiment pas une question facile. Mais tout le monde y a le droit. Attendez, excusez-moi, je n'entends pas bien. Pour tout cas, mais tout le monde y a le droit. Tous ceux qui sont dans les situations autorisées par la loi, ils ont le droit. Oui. Et il n'y a pas, après, au niveau des soins, à prioriser. Il y a simplement à constater dans certains cas qu'effectivement, on ne va pas pouvoir les prendre en charge. Et à ce moment-là, certains vont à l'étranger pour obtenir des soins en France. Et avec une prise en charge de la sécurité sociale, quand il est légitime qu'ils se soient adressés à l'étranger parce qu'ils ne pouvaient pas être pris en charge dans des délais raisonnables en France. Donc, je pense qu'il n'y a pas un problème éthique, et au contraire, là on veut faire une éthique individuelle à côté de problèmes qui ont été tranchés par les comités d'éthique ou par l'ensemble. Non, là, je pense que vous vous trompez. Ça n'a pas été tranché, comme vous dites, par des comités d'éthique. Non, ça, c'est la réponse, c'est non. Ça n'a pas été tranché par des comités d'éthique. Non, ça, c'est sûr. Et je ne pense pas que la question est réglée, parce que vous me dites, pas de problème, ils iront à l'étranger. Non, si, c'est un problème. C'est justement un problème. À qui vous allez dire non, désolé, on ne peut pas vous prendre en charge et vous devrez... Parce que vous voyez, le problème du tourisme procréatif, c'est qu'il y a des inégalités d'accès au tourisme procréatif, comme au tourisme d'ailleurs concernant l'aide active à mourir. Il y a ceux qui ont l'argent et il y a ceux qui ne l'ont pas. Parce que ça coûte très cher d'aller à l'étranger pour faire de la procréation. D'accord ? Et d'ailleurs, j'espère que ça a été une des raisons d'accueillir, ça n'a pas été la seule, mais les couples de femmes, parce qu'elles étaient obligées d'aller dans d'autres pays, et c'était seulement les plus riches qui pouvaient y avoir accès, parce que ça coûte très cher quand on va dans des pays où où l'argent se fait là-dessus. Donc heureusement, j'espère avoir été suffisamment clair. Je suis très favorable à l'évolution de la loi en faveur des couples de femmes et des femmes seules. Les femmes seules, c'est plus compliqué, mais les solo mother by choice, par exemple, mais ça, c'est l'objet d'une autre conférence. Oui, pardon. C'est monsieur, il levait la main depuis tout à l'heure. Pardon. Oui, bonjour. Merci, c'est très intéressant. Moi, j'aurais
le point de vue du patient, dans tout ce process, il est au cœur de votre comité d'éthique, mais évidemment, naturellement, il n'est pas présent. Et il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'interviewer le directeur général de l'ICEO. Son nom m'échappe, c'est un nom italien, mais je ne me souviens plus. Oui, l'Institut... Pardon, est-ce que vous avez raison, l'Institut contre le cancer à Nantes et à Angers, qui m'avait raconté un truc passionnant, qu'ils avaient ils ont été primés pour ça, ils mettaient au cœur du projet le patient. Il me disait, depuis la prise de rendez-vous à l'accueil, c'est la priorité, jusqu'à le soin et après le soin, avec des comités de patients, des ateliers de patients, ce qui fait qu'ils pouvaient s'entraider entre eux, discuter entre eux, dans les périodes de stress, etc. Et je me disais que, par rapport à la question du doute, justement, il y a le doute paniquant, je ne sais pas comment le dire, parce que je suis malade, j'apprends que je suis malade, donc je suis totalement stressé, donc incapable de réfléchir. Et est-ce que votre rôle, quelque part, vous, enfin, entre guillemets, c'est pas du genre de transformer ce doute avec la philosophie, ça sert aussi à ça, l'esprit critique, et de réussir à donner aux patients une sorte d'esprit critique en le mettant au cœur du process, si je puis dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si j'étais très clair. Oui. Ouais, il y a deux choses dans votre question. D'abord, c'est quelle est la place des patients dans le processus même d'ailleurs de l'éthique clinique. Et vous avez de plus en plus de comités ou de consultations qui intègrent. Et je pense que, juste une petite parenthèse, à mon avis, on va oublier l'exercice. Parce que je pense que c'est peut-être mieux d'interagir comme ça avec la salle plutôt que de vous présenter un exercice. J'ai l'impression que ça va être plus libre, si ça te dérange pas. C'est ce que j'allais proposer, effectivement, parce que là, je sens qu'il y a des mains qui se lèvent un peu partout. Hein, on fait toute la séance, j'imagine, en questions-réponses, puisque j'ai oublié de vous dire quand même au début, c'est qu'à l'issue de la conférence, on organise un petit pot, alors très très simple, mais du coup, on pourra prolonger aussi les échanges ce sera de façon informelle à la sortie. Un banquet platonicien. Oh. Alors attendez, oui, donc il y avait deux questions dans votre... Il y a la place des patients. Donc ça, de plus en plus, on doit faire entrer les patients, et notamment les patients pairs, patients partenaires, patients experts. Bon. Et ça, c'est vraiment une évolution très importante. Et puis la deuxième partie, le rôle d'un... Alors, moi, vous voyez, le rôle d'un philosophe, je vais vous répondre pour ma part. Pour moi, le rôle, c'est celui d'un maïeuticien. C'est-à-dire de réussir... Et alors, c'est assez proche de la question du doute. C'est d'avoir des questions, vous voyez, ouvertes, ne pas parler à la place du patient, ça c'est très important. Ne pas parler à la place du soignant non plus. Mais la maïeutique, vous savez, c'est vraiment l'idée chez Socrate, Platon, c'était l'art d'accoucher les esprits. Hein. Alors, bon, c'est une grande idée, mais c'est l'idée, vous voyez, que il faut rester très humble parce que beaucoup de fois, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, malgré toutes nos meilleures intentions. Mais quand même, je dirais, vous voyez, moi j'essaie vraiment de laisser le plus de côté mes préjugés que je peux avoir sur le patient, sa famille, sur... Vous voyez, plein de catégories socio-professionnelles. Vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent, il y a plein de biais qui nous font voir la situation. Et donc j'essaie d'arriver vraiment le plus ouvert possible et d'aider le patient, le soignant, justement à se poser lui-même les questions. Et donc, vous voyez, la pratique philosophique qui est la mienne à l'hôpital, c'est celle-ci. Et elle est distincte d'autres philosophes à l'hôpital. Certains, vous voyez, je pense à Cynthia Fleury, elle est plus dans quelque chose qui s'apparente, sauf erreur de ma part, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais qui s'apparente plutôt, vous voyez, sur la magistralité. Je viens donner des leçons de philosophie, hein, c'est la chaire de philosophie à l'hôpital, hein, dont vous avez entendu parler peut-être. Hein. Quelqu'un de brillant, etc. C'est pas du tout ce que je propose. C'est pas du tout, moi, ce qui me plaît. D'accord ? Je dis s'il me plaît parce que c'est aussi, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Et donc, moi, mon approche, ma proposition, d'accord ? C'est vraiment ça. Alors, quelquefois, vous voyez, ça choque ou ça déplaît à certains, même certains soignants, hein, qui vont me dire, mais plein de fois, oh, c'est dommage parce que tu ne nous parles pas de Kant, de Platon, toi qui les connais bien. Bon. Et en fait, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, vous voyez, c'est vraiment... Alors, évidemment, on ne va pas se couper de l'histoire de la philosophie. Vous voyez, quand on réfléchit sur l'autonomie, sur les critères de la liberté, on se réfère à l'histoire de la philosophie, bien entendu. Mais c'est pas ça qu'on met en avant. Vous voyez, et puis ce qui doit être au cœur, enfin le moteur, c'est vraiment, évidemment, bon, c'est une banalité de le dire, mais c'est l'intérêt du patient quand même.
et des soignants. Enfin, voilà, donc c'est ça, vous voyez, la maïeutique, c'est réussir à poser des questions ouvertes qui font penser et qui pensent pas à la place. Vous voyez, je vais pas penser à la place du patient, je vais pas penser à la place du... Bon, voilà. Et juste, j'ajoute quand même pour terminer, parce que ça c'est très important, le fait que j'ai pas de blouse blanche, le fait que, vous voyez, la première des choses, je le dis dans le film, que je dis aux patients et aux équipes, je le répète tout le temps, c'est « je ne suis pas médecin, j'y connais rien ». Je ne suis pas médecin, j'y connais rien. Je n'ai aucune compétence médicale. Eh bien, ça libère la parole. Ça peut libérer la parole, pas toujours, mais ça peut libérer la parole. Et quelquefois, je vous donne juste cet exemple et j'arrête, je vous redonne la parole, mais c'est un patient qui est absolument terrible. Il est agressif, il est dangereux. Plus personne ne veut le voir à domicile. Là, il est hospitalisé actuellement quand on intervient, d'accord ? Il est misogyne, il parle aux femmes, mais c'est une horreur. Il est raciste. Hein, il n'arrête pas de parler des personnes de couleur avec des noms pas possibles. Il est homophobe. Il a toutes les... Donc, avant d'y aller, je me dis, ça va être dur, ça va être compliqué. L'équipe se demande, est-ce qu'on continue à le prendre en charge ? Parce que c'est une horreur. C'est une horreur. Plus personne ne veut entrer dans sa chambre, en tout cas les femmes. D'accord ? J'y vais accompagné d'ailleurs d'une femme, d'accord, qui est soignante, qui est médecin. On rentre dans la pièce, tout de suite, il lui fait une sale blague, etc. Donc bon, je suis obligé de recadrer. Il y a un peu le côté un peu paternaliste, là, je me transforme un peu bon. Je me dis, qu'est-ce qui va sortir de ce truc ? Et puis au bout d'un moment, donc je lui dis que je suis philosophe. Alors déjà, vous voyez, quand on dit ça à un patient ou à une famille, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? C'est la première fois que j'en vois un, en plus il est content. Il se dit mais qu'est-ce qui... Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un philosophe qui vient le voir, qui est demandé par l'équipe, ça veut bien dire que quand même on se soucie de ce monsieur. On essaie une approche différente. Donc ça, c'est souvent un pas de gagné vers son intimité. Il se dit... Là, il y a quelque chose qui se passe. Pas toujours, mais quelquefois ça se passe. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Et j'arrête. Il me parle du pari de Pascal, parce que c'est un grand lecteur de Pascal. Et là, c'est peut-être une des seules fois où on va avoir une discussion philosophique, enfin, quand je rencontre un patient, c'est que la discussion va s'engager sur le pari de Pascal. Et ça va être un moment... Alors, la soignante qui m'accompagnait, elle en a tellement pris au début que je ne sais plus si elle est restée jusqu'au bout, parce que vraiment c'était un être antipathique de ce point de vue. Mais ce moment de discussion a été un moment délicieux. Ça a été un moment, vous voyez, d'échange. J'ai rencontré un être humain qui était intéressant, qui était aimable. Et je me suis dit, ah mais ouais, mais il faut l'aider en fait, ce monsieur. Voilà. Et pourtant, avant d'y aller, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mais il faut le mettre dehors, ce monsieur. Ouais. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je vous dirais pas son métier ancien parce qu'il était à la retraite, mais il s'occupait des comment on pourrait dire non, je peux pas vous dire son métier, mais c'est pas un métier reconnu par la loi. Il avait beaucoup de femmes autour de lui dont il s'occupait. Voilà. Hein, et elles étaient dans la rue, d'accord, hein, voilà son. On voit. Ça commence par un P, en effet. Guillaume, il y a plusieurs questions. Monsieur. Deux remarques. Avant les quatre principes, il y a la question, quelquefois, dans certaines circonstances, c'est quel est le sujet ? Alors, je pense, par exemple, aux interruptions de grossesse entre la mère et le fœtus. Le fœtus n'a pas de droit, mais il rentre dans la discussion éthique. Où je me souviens également d'un monsieur qui était en coma prolongé et sous respirateur. Il avait écrit des directives anticipées disant qu'il ne fallait pas arrêter. Et la demande de son épouse était que pour elle, cette situation n'est pas tenable pour elle. Ouais. Et donc, selon on considère le sujet, le monsieur ou la dame, c'est pas du tout pareil. Donc, c'est des circonstances particulières, mais quelquefois, il faut commencer par là. Puis la deuxième remarque, à propos de l'autonomie, dans les évolutions depuis que je suis en retraite, là, au nom d'une certaine idée culturelle de l'individuation, j'ai l'impression que l'autonomie prend le pas sur les 4 autres principes et que la grande peur des médecins chirurgiens, c'est qu'ils deviennent quasiment des prestataires de services
un peu comme dans la chirurgie esthétique, un petit peu aussi, oui. où c'est le patient qui commande et il demande au chirurgien coupez là et vous m'enlevez ça, et le praticien, au nom de l'autonomie, doit s'exécuter. Ça, c'est pour moi une grande question. Oui, une évolution sociétale. Hein, alors, dans mon livre La médecine des désirs, publié en 2023 chez Vrin, qui a une valeur de 14 €, vous pouvez acheter même d'occasion. Tu vois, j'appelle ça la médecine des désirs, c'est-à-dire des demandes qui sont faites à la médecine qui ne s'appuient pas sur la maladie, donc ce que j'appelle un désir non médical, donc qui est sans lien avec une maladie, avec une souffrance particulière. Et deuxième caractéristique de la médecine des désirs, donc là tu parlais par exemple de la médecine esthétique, deuxième caractéristique, ce serait de se dire, oui, ça va transformer la relation soignant-soigné. Dans la relation classique, traditionnelle, j'ai une douleur, j'ai un problème. Je vais voir le médecin, il m'ausculte, etc. Il fait un diagnostic, il propose, et moi je consens. Ça, c'est la relation traditionnelle. Dans la médecine des désirs, vous voyez, je viens voir le praticien avec ma demande. Je sais ce que je veux. Voilà, monsieur, bonjour, voilà ce que je veux. Je veux un enfant. Bon, je comprends, c'est difficile, mais bon, vous démerdez. De toute façon, la loi a dit que. Donc, c'est mon droit. Et donc, vous voyez, ça transforme le rôle même du soignant. Vous voyez, alors, à la fois, c'est une évolution, une avancée, un progrès démocratique, mais en même temps, il y a évidemment, quelles sont les limites ? Quelles sont les limites de tout cela ? Voilà, et ça, c'est une question vertigineuse. Alors, moi, dans La médecine des désirs, dans ce livre, La médecine des désirs notamment, c'est vrai que j'ai une position, alors là, je ne sais pas ce que vous allez me dire, parce que la salle n'est pas facile. C'est pas la pire que j'ai rencontrée, non, vous inquiétez pas. Mais de toute façon, on a l'habitude, quand on travaille dans l'éthique, bon, on ne fait pas l'unanimité, et voilà, on se prend des coups. Bon. Donc il n'y a aucun problème, évidemment. Puis ça se fait dans la bonne entente, la bonne humeur. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai perdu le fil. Oui, je défends une médecine minimaliste. Ça veut dire quoi, une médecine minimaliste ? Ça veut dire que finalement, dès lors que le patient, la patiente, effectivement, et donc ça va pas dans ce que tu... Enfin, ça va bien dans ce que tu décris, mais ça va pas dans ce que tu critiques. Parce que je défends l'idée que si le patient, il est suffisamment autonome, effectivement, pour prendre une décision, bah en fait, on devrait s'en satisfaire. Et en effet, le médecin, l'équipe, devrait satisfaire son désir. Alors vous allez me dire, bon, bah, oui, mais alors quelles sont les limites à cela ? Oui, il faut qu'il y ait des limites, mais en fait, les demandes... Alors, souvent, on me dit, c'est un argument par l'absurde. On me dit, bah oui, mais ça veut dire un patient, imagine, il veut se greffer un 3e bras au niveau du torse. Bah voilà, il faut qu'on lui greffe un 3e bras. Bon, mais ça, c'est un argument par l'absurde. Il n'y a pas de patient qui demande un 3e bras. Enfin, quoique. Ouais, si. Vous y avez pensé. Ah si, c'est ce que je voulais. Bon, mince. Mais en fait, ce que les patients, ce que les usagers des ressources de santé demandent, sauf quand il y a vraiment un trouble psychique important, psychiatrique important, ce sont des demandes qui peuvent être discutées, qui peuvent être entendues. Regardez, on a parlé de l'AMP pour les femmes seules, on a parlé de l'AMP pour les couples de femmes. Ça ferait, pour les femmes seules, on pourrait en parler très longtemps. Vraiment, les femmes seules qui ont décidé, en leur âme et conscience, de faire un enfant toute seule, si on regarde les statistiques, c'est 35-40 ans, hein, à peu près l'âge, c'est-à-dire l'âge où la fertilité est assez basse. C'est souvent par défaut, c'est souvent parce qu'elles n'ont pas rencontré un compagnon quand même. Donc vous voyez, la jeune femme dont je vous ai parlé, c'est une exception en fait. Bon, il en existe, hein, ce qu'on appelle les solo mother by choices, vraiment les mères seules par choix. Et donc elles peuvent le faire très très tôt. Bon. Mais vous voyez, en fait, ces demandes-là, quand on entend ces femmes, bah, elles sont entendables. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de fonder une famille, mais une famille monoparentale. Et au fond, vous voyez, pourquoi privilégier, vous voyez, quand on commence à réfléchir, pourquoi privilégier les familles plutôt que d'autres ? Certains veulent faire une famille hétéroparentale à deux, d'autres veulent faire tout seul. Bon, et d'autres veulent faire en couple de femmes, bon, etc., etc. Bon, ça c'est ce qu'on appelle une éthique minimale. Je sais qu'elle est très... Et puis, bon, il y a plein de sujets là.
c'est Guillaume, difficile. je suis désolé, je déteste interrompre, c'est tellement intéressant. Il y avait une question à droite. Non, mais 2 questions. Et on arrivera a priori à la fin du temps. Je te laisse D'accord. avec ça. Alors moi, c'est une question un peu justement. Enfin, c'est pas complètement que sur l'hôpital en fait. Okay. Le monsieur tout à l'heure disait, alors je sais pas si ça va être très clair parce que ça répondait un peu à ce qui se disait tout à l'heure, mais que la question de l'éthique était tranchée. Que ça pouvait être tranché à un moment, et je pense en fait que justement ça peut jamais être tranché, ça se tranche par la loi, mais que dans des il y a des tas de situations qui font que de toute façon ça évolue. Vous parliez des budgets, mais par exemple de pouvoir choisir des personnes ou pas, quand il y a un budget suffisant, en fait ce sont des questions qui se posent pas, et si à un moment toutes les femmes seules devraient pouvoir avoir le choix, mais de fait ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de budget, du coup le principe de justice n'existe pas. Non. Et qu'on doit pouvoir revoir les choses dans le temps parce qu'on a fait ses études à un moment, parce qu'on a fait ses études plus tard, parce qu'au bout de 30 ans on les a plus, parce que toutes ces choses là quoi. Donc c'était la question du temps, et justement moi je pense pas mal à des étudiants, alors pas en médecine, dans auxiliaire médical, mais que je trouve complètement perdus dans les questions d'éthique. Elles ont beaucoup plus de cours que moi j'avais à l'époque sur ces choses-là, mais en fait je trouve que ça les rend hyper vulnérables, hyper peu sûres d'elles, et dans une confusion très forte entre l'éthique et les 4 principes que vous disiez là, et ce qu'on leur martèle beaucoup, l'evidence-based pratique. Et en fait il y a une confusion entre les deux. Entre ce que c'est qu'une décision ou une pratique, et puis elles sont très confusées entre des décisions d'éthique institutionnelle. C'est là où vous allez voir le lien avec l'hôpital. Enfin, voilà, il y a la loi, on prend, on est en groupe, etc. Et que quand on est soignant, on a une éthique individuelle. Et qu'à un moment, on a des choses qui nous sont dites par la loi, mais aussi par l'HAS, par les ARS, par des tas de choses. Et puis, il y a le moment où on est seul avec le patient et où on doit prendre des décisions un peu rapides, où on ne peut pas être en permanence en train de mobiliser un comité d'éthique. Et au niveau des étudiants, je les sens très perdus là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils vont recevoir chaque patient comme si c'était la décision éthique de leur vie. Alors je partage pas votre point de vue. Et puis je pense que s'ils sont perdus, j'espère quand même que c'est pas les cours d'éthique. Je pense qu'il faut se poser d'autres questions. C'est-à-dire que s'ils sont perdus, c'est peut-être la société qui les perd aussi. Mais tout à fait. Non, mais c'est pas les cours d'éthique. Non. Quand je disais ils en ont plus, mais je les sens pas pour autant plus sur d'eux. Plus sur d'eux. Ouais. Oui, mais je pense pas que est-ce que c'est vraiment, vous voyez, la cause de leur incertitude. De toute façon, l'éthique, c'est quoi? C'est, pour reprendre la formule de Michel Fabre, j'avais juste une question à travers ça. C'est est-ce qu'il y a justement, moi, des choses que je pourrais amener en cours qui les aident un petit peu à pouvoir dire il y a des moments d'éthique, il y a des choses, suivez des grandes décisions, des choses comme ça, c'est ce que je leur dis. Mais vous, quand vous y êtes, vous êtes aussi dans la question de la confiance, de l'autonomie, vous vérifiez. Et ce que je leur demande, c'est vrai, plus de vérifier, c'est de l'éthique que de l'evidence-based pratique à longueur. Enfin, elles ont l'impression qu'elles vont devoir se reformer tout le temps, et que c'est ça qui. Alors non, je pense qu'il faut pas que je pense qu'il faut pas que l'effet d'une formation en éthique rende l'acteur ou l'actrice incapable de prendre une décision et de faire son métier. Non, mais bien sûr, c'est pas le but. C'est pas le but. Ils ont l'impression que si elles ne suivent pas telle recommandation, tout va s'écrouler. D'accord. Oui, je sais pas. Je sais pas. Ça me fait. Merci pour prendre la question. Vous nous avez expliqué qu'il y a certains cas que vous traitez qui sont beaucoup d'ordre un peu sociétal, les questions sociétales. De ce que je comprends, c'est que la décision finale revient à une équipe soignante. Oui. Est-ce que c'est si évident que ça? Ça, c'est une question que je pose. Est-ce que c'est si évident que la décision finale doit être celle d'une équipe soignante? Une équipe soignante a aussi des biais. Oui, bien sûr. Alors, c'est équipe soignante en fonction des situations ou le patient lui-même. Oui, bien sûr. D'accord. Okay. Et surtout la question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez été amené, en termes d'expérience, à ce que votre consultation éthique dise en majorité, oriente, argumente vers une décision, que l'équipe soignante prenne la décision inverse? Et comment vous l'avez analysé a posteriori, cette décision inverse?
Est-ce que vous la trouvez... vous allez dire qu'effectivement, c'est qu'une consultation, c'est un avis que vous apportez, mais malgré tout, vous êtes dans cette consultation des soignants, des médecins, des gens qui ne sont pas de la société médicale. Et quelque part, elle a un poids, cet avis, quand même. Et pourtant, il y a un avis divergent. Comment vous l'avez analysé a posteriori? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Alors, travailler, non, mais on le prend... moi, je le prends de manière très positive, au contraire. Là, je pense vraiment à une situation... par exemple de contraception définitive, où vraiment l'équipe, la consultation d'éthique clinique avait pu s'exprimer de manière défavorable, et le médecin, il le fait. Point barre. Mais il choisit de le faire. Donc, si vous voulez, je pense qu'on a été utile, parce qu'on a donné un avis, alors il y avait plusieurs avis, on n'était pas tous d'accord, mais il était quand même majoritairement défavorable. Et lui, il a choisi, parce que c'est lui, de toute façon, qui, au dernier moment, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait la ligature des trompes. Et donc, il a choisi de le faire quand même. Et vous voyez, revient le colloque singulier qui prime. Et ça, moi, je trouve ça vraiment super important. Il ne faut pas, c'est ma vision, qu'il y ait un comité externe, on va l'appeler comité, qui décide, vous voyez, à la place de ce colloque singulier. Et je crois que c'est vraiment pas la volonté de la consultation d'éthique, des consultations d'éthique clinique. Voilà. Et ça revient aussi, ça renvoie à ce qu'on a dit, vous voyez, peut-être pas assez sur ce qu'est l'éthique. C'est la question de départ. On a en éthique, à la différence, et ça vous trouvez ça chez Aristote, déjà chez Aristote, on est dans le domaine non pas du vrai, on est dans le domaine du vraisemblable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le champ, vous voyez, des opinions. Alors certes, il faut qu'elles soient argumentées, c'est pas juste un débat comme ça, il faut qu'elles soient argumentées, mais on est dans le champ des opinions qui peuvent être tout autant respectables, vous voyez. Et donc face à ce médecin ou cette équipe qui prend une décision qui est contraire à la majorité de la consultation, mais c'est le rôle même d'une consultation. Enfin, vous voyez, c'est l'essence même d'une décision éthique en situation complexe, parce qu'en fait, voilà, on n'est pas tous d'accord, et qu'à un moment donné, c'est aussi, c'est ma position, c'est bien que ce soit celui qui soit responsable qui prenne sa décision, parce que voilà, c'est lui qui fait, c'est lui qui agit. Après, sans juger de la finalité, c'est, comme je disais, l'analyse que vous en avez fait, c'est-à-dire que sur les 4 critères, qu'est-ce qui a fait basculer la décision d'après vous pour les 4 critères? Alors ça, je peux pas. Vous voulez dire la décision du médecin qui prend l'avis contraire d'une certaine manière? Alors, oui. Qu'est-ce qui a fait que dans ces 4 critères, vous avez fait un choix sur ces 4 critères? Sans doute. Non. Pas la majorité. On s'est reconnu peut-être si vous voulez, sur certains des critères. Sur quel critère, par exemple, l'équipe seulement aurait pu faire un... Oui, ils vont se reconnaître, ils vont s'approprier une des argumentations en la faisant la leur. Ils vont peut-être aussi, ils ont leur propre aussi argument. Ils vont ajouter aussi d'autres dimensions, quelquefois que nous on n'a pas, et puis leur expertise sur le plan médical. Il ne faut pas l'oublier. C'est la deuxième. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en éthique clinique, les problèmes éthiques, ils sont. Et c'est pour ça que l'expertise des soignants est essentielle dans l'éthique clinique. C'est que le problème, vous voyez, il est intrinsèquement, il est à la fois médical et éthique. Et d'ailleurs, moi, quelquefois, il y a des problèmes, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je comprends pas le problème, les données médicales. Et donc, j'ai vraiment besoin qu'on m'explique. Et donc, là, je dis, je m'excuse, là, j'ai vraiment besoin que vous m'expliquiez, parce que là, je comprends rien. Et si je comprends pas le problème médical, vous voyez, les données médicales, je ne peux pas parler du problème éthique. Parce que je ne comprends pas le rapport bénéfice-risque, bienfaisance, non-malfaisance, parce que je ne connais pas le coût de l'opération chirurgicale dont il est question. Donc voilà, est-ce que vous pouvez m'éclairer, m'apporter, voilà. Je vais devoir mettre fin à la rencontre, mais j'ai plein de choses à vous dire. Comme vous l'avez promis, ça peut se prolonger de façon informelle à l'occasion du pot qu'on organise juste dehors. Je vous demande juste de laisser quelques minutes à Guillaume le temps de respirer, de se désinstaller. Ça va. Et de continuer, mais pas de continuer directement dans la salle.
Important, ce que je vais vous dire, il y avait une grosse boulette. Ce n'est pas mardi 4 mars, mais mercredi 4 mars, la projection. Et surtout, gardez en tête que c'est sur inscription. Si vous voulez vous assurer une place, du coup, je vous invite à aller sur le site de l'UP, où vous trouverez le formulaire pour vous inscrire. Et ce sera avec Guillaume Estivi, voilà. Guillaume Estivi, le réalisateur. Hein, et vous verrez, si vous êtes là, c'est un mec génial et tout, ça vaut vraiment le coup de le voir. Mercredi 4 mars, 14h30, salle 211. C'est celle-ci, c'est la même qu'ici. Merci beaucoup d'être venu pour cette thématique très particulière. Merci Guillaume pour cette intervention. Alors voilà, c'est tout ce que vous n'avez pas eu l'occasion de faire. Vous annoncez donc que le 5 mars, vous pourrez rencontrer Anaëlle Marek autour de questions d'histoire environnementale. Et comme je vous l'avais dit, on rejouera l'histoire. Enfin, dans l'occurrence, on fera la session qui n'a pas pu se tenir en janvier, le mardi 5 mai. Dernière petite demande, s'il vous plaît, laissez-moi vos réactions sur les feuilles qu'on vous a données à l'entrée, qu'on puisse faire cette fameuse synthèse que je vous ai présentée en tout début de séance. Et puis, si vous voulez bien, comme on est dans une logique de réutilisation du matériel, je veux bien également récupérer les petites fiches colorées qu'on pourra utiliser à une autre occasion. Merci à tous et toutes. À bientôt.